Le cercle RH, notre débat pour parler d'un sujet au cœur de l'actualité qui impacte, qui inquiète les chefs d'entreprise, qu'ils soient à la tête d'une TPE, d'une PME, d'une ETI, même d'une grande entreprise. Cette crise au Moyen-Orient, cette guerre en Iran qui a repris, a-t-elle déjà des impacts concrets sur la vie des entreprises et sur eh bien, la création de valeur et d'emplois, parce que c'est un sujet évidemment important. On en parle avec mes invités. Nicolas Daillot, merci d'avoir répondu à notre invitation, membre du COMEX de la CPME, membre de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, vous y tenez, c'est important, la FNHPA, les campings pour le dire simplement, et les bungalows, j'imagine, entre autres, qui vont avec. Merci d'être là, on aura un point précis parce que vous avez vous aussi des chiffres, et puis à vos côtés, Marc Sanchez. Bonjour Marc. Bonjour. Secrétaire général du SDI. Alors vous venez régulièrement sur ce plateau nous informer des études de votre baromètre et des chiffres. On reviendra sur les chiffres et sur les résultats inquiétants. Je commence par vous d'ailleurs, et Caroline de Senneville évidemment est avec moi comme chaque semaine. Caroline, on commence avec vous, avec les chiffres justement du SDI sur les TPE, des chiffres qui sont inquiétants. Oui, l'enquête qui a été réalisée en mars 2026 et qui confirme une dégradation assez nette de la situation des TPE françaises, puisque 83% des sondés jugent que le contexte international nuit fortement à leur activité en raison de la baisse de la consommation, de la hausse des coûts et bien sûr de l'incertitude accrue. Est-ce que c'est directement lié, Marc, à la crise du Moyen-Orient, dont on nous dit qu'elle a déjà un impact sur les carburants, sur les engrais dans le monde agricole et sur un certain nombre de produits? Est-ce que sur les TPE qu'évoque Caroline, on peut dire que c'est la crise du Moyen-Orient ou c'est une autre crise qui est là et qui était déjà là? Écoutez, c'est plusieurs facteurs. Alors, je suis désolé, mais à chaque fois que je viens dans votre émission, je parle toujours d'une crise supplémentaire qui vient se greffer. Donc, depuis le Covid, vous vous rappelez. Exactement, oui. Donc ça fait un petit bail quand même. Mais globalement, oui, il y a un contexte effectivement économique au niveau des TPE qu'on traîne depuis déjà 4-5 ans et qui effectivement pèse lourd sur l'activité. On le voit dans le nombre de défaillances que effectivement on constate tous les ans, puisqu'on est sur des années records. Nombre de défaillances. 69 000 68 500 l'année dernière. C'est ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est les pertes de vocation, parce qu'il y a eu quand même plus de 200 000 cessations volontaires. C'est-à-dire des chefs d'entreprise qui décident d'arrêter leur activité pour des tas de raisons, mais souvent parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol, pour être clair. Le deuxième élément, effectivement, de ce début d'année, qui a un impact très net aujourd'hui, c'est effectivement la guerre au Proche-Orient. Avec deux éléments, il y a d'abord eu un impact direct d'un point de vue économique avec la hausse des carburants pour toutes les entreprises qui effectivement utilisent des carburants. Ça va être dans le domaine de l'artisanat, du bâtiment, des transports, etc., etc. Des infirmières. Et puis tous les coûts indirects aussi induits, c'est-à-dire que forcément, beaucoup d'entreprises ont réactualisé leurs prix, que ce soit dans le transport, les livraisons, les matières premières. Donc forcément, ça a aussi un impact sur les entreprises plus sédentaires ou qui ont moins recours à cette utilisation. Et quand vous contextualisez tout ça sur le premier trimestre, avec effectivement une consommation qui est en baisse, si on prend les chiffres INSEE, Banque de France, on voit qu'effectivement elle est en recul de 0,1%. Si vous regardez aussi la hausse de l'inflation prévue, qui repart, et effectivement avec des barèmes qui sont aux alentours de 2 à 2,5 selon les organismes qui effectivement mettent des éléments en avant sur ce sujet. Et forcément, les éléments directs, ça va être le recul effectivement des investissements, des recrutements. Et donc, on est dans une espèce de situation d'attente, mais qui pèse fortement sur les trésoreries des entreprises. Et ça, c'est l'effet immédiat. L'économie, c'est de la confiance. Le contexte, là, n'est pas favorable, évidemment, à la confiance, plus tous les éléments indiqués par Marc. Quels sont les retours que vous avez, vous, tant dans votre secteur d'activité, même si, j'allais dire, il peut être épargné cet été. Les Français risquent de revenir en France avec des courtes et moyennes distances. Mais qu'est-ce que vous disent les adhérents de la CPME aujourd'hui? Il y a énormément de retours de la part des adhérents de la CPME dans les territoires. Et la CPME, d'ailleurs, a mis en place une cellule de crise pour pouvoir répondre tant aux questions des fédérations professionnelles que des structures départementales et régionales, parce qu'on a évidemment beaucoup de demandes de la part de nos adhérents. Pour compléter ce que vous dites, il y a évidemment les secteurs, les professions qui étaient déjà impactées par un contexte un peu compliqué l'année dernière. Je ne reviens pas sur les 69 000 familles faillites. On peut prendre également l'exemple, par exemple, de l'hôtellerie-restauration. Près de 10 000 familles
faillites sur les 12 mois glissants. Et puis il y a des secteurs, donc il y a des secteurs qui étaient fragilisés et qui risquer de subir évidemment l'impact de ce contexte particulier, sans parler de l'éventuel ralentissement de la croissance qui n'était pas déjà très forte ces derniers mois. Et puis il y a des secteurs qui se portaient bien et qui sont impactés de plein fouet. On peut prendre l'exemple des agences de voyage par exemple, qui se portaient très bien directement et qui voient leur activité baisser de manière importante. Hausse du prix du kérosène, moins de vols, donc moins de clients dans les agences. Ça, avec les compagnies aériennes, avec les petits aéroports de province. Mais qui peut aller jusqu'à des faillites, excusez-moi, parce qu'il y a le sujet des faillites avec des projections un peu inquiétantes. Est-ce que vous dites, si on a encore 3 mois de crise comme ça, et j'ai le sentiment qu'on y va, pas avant septembre déjà maintenant. On y est surtout. Est-ce qu'on a des risques de faillite? Est-ce que vous dites on va augmenter le nombre de faillites? Alors, on parlait des 69 000 défaillances l'année dernière. On est à 19 000 défaillances sur le premier trimestre. Donc, en proportion, même si le rythme n'est pas forcément linéaire, on est à un volume de faillites plus important que l'année dernière. En projection automatiquement, En projection nécessairement. Si on regarde les effets d'entraînement que vous évoquiez, la hausse du coût des matériaux, parce qu'on pense évidemment, et c'est normal, aux transporteurs et à ceux qui dépendent directement. Mais il y a d'autres. C'est une chaîne économique. Le coût du transport, le coût du carburant, le pétrole a quand même augmenté de 40% au mois de mars, 60% pour le gaz. Toute la chaîne économique va être impactée. Et derrière, si on prend le bâtiment par exemple, on peut imaginer l'économie. Qui ne va pas si mal, je précise à ceux qui nous regardent et qui le savent, mais le bâtiment ne va pas si mal. Il y a plutôt une bonne activité économique. Qui avait repris. Et qui ne va pas durer. Exactement, parce que c'est ça le sujet. C'est le troisième secteur le plus impacté après les transports, le commerce. Le bâtiment. Oui. J'ai vu que la CCI, il y a la cellule montée par la CPME, donc qui fait remonter et qui va, j'imagine, aller rencontrer les pouvoirs publics, le gouvernement, parce que c'est de savoir ce qu'il faut faire. La CCI a aussi travaillé sur ce sujet, hein, Caroline. Oui, ils ont fait une étude récente qui rejoint un peu tout ce qui a été dit. Et peut-être un élément intéressant, c'est que 21% des sondés déclarent une activité à l'export et parmi eux, 51% rencontrent des difficultés en lien avec le blocage du détroit d'Ormuz. En préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait 18 000 ETI directement exportatrices vers les pays dans la zone où se trouve le conflit, qui est une zone très large finalement. Donc il y a des ETI qui sont impactés. Vous êtes des interlocuteurs, enfin, vous essayez de l'être en tout cas des pouvoirs publics et du gouvernement. Alors, il y a un gouvernement qui est très prudent, qui dit on aide par secteur, des aides très ciblées. Alors on l'a vu d'abord sur les routiers, puis ils ont un peu évolué, mais ils sont très prudents. Qu'est-ce que vous leur réclamez aujourd'hui? Parce que si ça dure comme ça 3 mois, il va falloir sortir le chéquier quand même. Il va falloir sortir la grosse Bertha, je vous dirais clairement, parce qu'aujourd'hui, les aides ciblées qu'on peut constater, alors qui peuvent être importantes en fonction de certains secteurs d'activité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, on a assez mal démarré parce qu'on a mis en place le fameux prêt carburant, alors qui a peut-être un petit peu fonctionné au niveau des gros transporteurs routiers, parce que je crois que... Nicolas Dufour qui avait annoncé, je crois, sur les premiers jours, quelques centaines d'entreprises. Parce qu'il commençait à bloquer les rues, vous rappelez-vous. Oui, qui avait effectivement... Enfin, on est quand même dans une solution, d'abord, qui n'était pas suffisamment large pour toutes les entreprises qui étaient impactées. Ça, c'était le premier point. Et puis, effectivement, le principe même d'un prêt pour pouvoir maintenir un outil de production à 3,8% de taux d'intérêt, ce n'était pas forcément ce qui fonctionnait le mieux, en tout cas dans l'approche que les dirigeants... Nous, on a une approche qui est assez simple. Les chèques alimentation, les chèques carburant, le gouvernement dit on ne veut pas. Non, c'est pas l'idée. Je crois qu'il faut déjà, dans les dispositifs actuels, essayer de voir dans quel secteur on peut les étendre le plus encore. C'est-à-dire, effectivement, on parlait des coûts indirects liés effectivement à la hausse des carburants. Il y a des secteurs qui sont en difficulté, pas simplement sur le pétrole, mais sur le gaz ou sur l'électricité, où on va comment là aussi subir des chocs. Je pense aux boulangers notamment, au pressing, enfin à toutes les entreprises qui ont une consommation d'énergie importante, sur lesquelles il faudrait qu'on voit déjà les acomptes qui sont demandés par les fournisseurs, qu'ils soient régulés. On a d'argent quand même, je le dis, je ne veux pas parler... non, mais ce que je propose là, c'est simplement de dire aux fournisseurs, par exemple, parce que vous savez, vous priez vos factures en fonction d'acompte, que ce soit à la consommation et puis aussi au niveau du coût de l'énergie. Donc déjà là, qu'on soit sur les acomptes, qu'on soit déjà un petit peu plus regardant, de manière à voir que les entreprises énergétiques n'augmentent pas de manière importante les acomptes. Le deuxième élément,
il y a une mesure pragmatique, c'est toutes les taxes parafiscales qui pèsent sur le carburant. Je pense notamment à la taxe contribution économie énergie qui est payée par tous les distributeurs. Voilà. Mais on n'est pas les seuls. On a mis cette solution en avant. Le gouvernement veut régler ces déficits aussi, on l'a compris. Vous en pensez quoi, vous, Nicolas Daillot, côté CPME? Vous allez faire pression? Vous dites, après tout, c'est un mauvais moment à passer, mais grâce à ces marges récupérées par l'État, 190 millions annoncés, on va peut-être pouvoir résoudre le déficit. Parce qu'il y a un peu ce calcul-là dans la tête du gouvernement. Est-ce que c'est votre calcul à vous? Nous, on dit plusieurs choses. Déjà, on remercie le Premier ministre pour les annonces du 21 avril, même si, évidemment, pour beaucoup, ça ne va pas assez loin. Mais on paye la gestion budgétaire de notre pays pendant des années et des décennies. Donc, la CPME, évidemment, est raisonnable. Et les aides ciblées, évidemment, c'est le passage obligé. On ne peut pas demander des aides générales, vu la configuration financière du pays. Mais ciblées plus largement? Alors, plus autant, il y a quand même 2 points à préciser de manière importante. C'est que il faut que ce soit ciblé, mais il ne faut pas que ce soit troué, si je puis me permettre. C'est-à-dire que Marc, tout à l'heure, il y a des trous dans la raquette, des effets de seuil qui ne sont pas compris, et des imprécisions qui rendent un peu pantois les entrepreneurs sur le territoire. Un exemple, dans le BTP, par exemple, on peut comprendre les effets de seuil, mais seules les entreprises de moins de 20 salariés sont concernées. 40% des emplois du BTP sont dans les entreprises de plus de 20 salariés. Donc c'est peut-être un calcul fait à Bercy, ça. Mais sans doute, après, l'effet de seuil, c'est inévitable. D'accord. Il y a un monsieur à Bercy qui a vu ça, quoi. On parlait des agences de voyage tout à l'heure. Pour le chômage partiel, par exemple, c'est un peu kafkaïen, même si l'entreprise ne travaille qu'avec la Thaïlande. On va lui dire, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes impacté par les problématiques de fermeture des hubs à Dubaï? Donc, il y a quelques petites problématiques techniques. Et puis, le point le plus important, sans doute, c'est que c'est le déploiement et le rythme. Car la plateforme en ligne sera prête fin mai. Quand la crise sera finie. Les premiers paiements interviendront sans doute début juin, le 8 juin, je crois. Les entreprises, le temps de l'administration n'est pas le temps de la trésorerie des entreprises. Il faut de l'argent tout de suite si on ne veut pas dégrader, encore une fois, les taux de faillite. Donc vous nous dites, simplifions, arrêtons les usines à gaz qui font que l'entrepreneur va attendre 3 mois pour pouvoir toucher le dossier qu'il a rempli jour et nuit. Simplicité, lisibilité, rapidité. On est d'accord, parce que c'est un sujet. Et Caroline, il faut aller s'amuser à regarder les conditions exigées pour pouvoir remplir. C'est-à-dire on va nous rajouter une petite couche de complexité administrative qu'on connaît, puisqu'on les a déjà eues avant, qui risque effectivement de décourager beaucoup d'entrepreneurs. Juste quand même un mot, et Caroline qui peut-être voulait rajouter quelques éléments chiffrés d'éclairage, mais on ne peut pas accuser le gouvernement. Là, c'est une crise exogène qui nous tombe dessus. La question, vous, Marc Sanchez, je sais que vous représentez des petites entreprises, vous êtes un peu l'apporteur de mauvaises nouvelles sur ce plateau à chaque fois, vous l'avez dit, mais avec bonne humeur. Avec bonne humeur, vous dites la grosse Bertha en faisant une métaphore, un chéquier, donc c'est un gros chéquier, un gros chèque, mais on n'a pas d'argent. Si on a de l'argent. Quand je dis tout à l'heure les taxes parafiscales payées par les distributeurs pour financer la transition écologique, ces taxes-là, elles ne vont pas dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'on est dans une crise de trésorerie impactante maintenant? Oui. Donc, à partir du moment où vous avez une démarche qui est de dire on va la suspendre pendant quelques mois, le temps qu'on y voit un petit peu plus on ne touche pas la taxe que touche l'État sur l'essence. Ah non. Qui est de 70% du montant global d'un litre. C'est la contribution économique, justement, pour effectivement, elle représente à peu près entre 15 et 20 centimes d'euros par litre. Voilà. Donc, cette taxe-là, on n'est pas les seuls. Il y a déjà des distributeurs qui ont effectivement mis en avant la possibilité de la suspendre. Donc, on a proposé cette solution à Bercy notamment. Effectivement, à ce stade, ils ne sont pas favorables. Mais il faut qu'il y ait un impact majeur parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, les dispositifs aménagés, on en verra les résultats sonnants et trébuchants dans 1, 2 ou 3 mois. Mais c'est presque trop tard. Oui, quasiment. Enfin, on parlait de faillite tout à l'heure. Dans des boîtes de transport, quand vous avez un litre de gazole qui est à 2,40 €, je peux vous dire que l'impact, il est immédiat. C'est 4-5 000 euros par semaine. Et donc, c'est des budgets conséquents. D'un mot, je redonne la parole à Caroline. C'est plusieurs fois que je lui promets la parole et que je lui retire. Et je m'en excuse. Mais côté transport, je lisais quand même que, évidemment, là aussi, il y a une forme de dumping européen. Certains pays européens, je pense à l'Italie, ont fait un gros effort. Et donc, ça permet d'accélérer et d'accompagner le secteur du transport pendant que le nôtre ne touche pas à la taxe. C'est un sujet qui vous impacte, ça, directement. Mais ça vous concurrence d'une manière déloyale.
Évidemment, mais encore une fois, on paye la situation budgétaire de notre pays. C'est pour ça que la CPME demande une gestion orthodoxe des finances publiques, puisque en période de bonne santé économique, eh bien, les finances de l'État doivent être tenues de manière serrée, ce qui permet en période difficile de pouvoir lâcher les chevaux et soutenir les secteurs en difficulté. Mais l'Italie a réduit son déficit public récemment. Et elle a une balance commerciale excédentaire. Et aujourd'hui, on paye la fragilité de nos finances publiques. Caroline. Peut-être revenir sur certains chiffres du SDI qui sont assez marquants, notamment le fait que près de la moitié des dirigeants qui ont répondu gagnent moins qu'un SMIC et que 36% d'entre eux envisagent de cesser leur activité. SDI, je me tourne vers vous parce que le niveau de rémunération, alors on parle évidemment du surcoût qui pèse sur les épaules lié à la crise au Moyen-Orient. Très bien, l'essence, les intrants, bref. Mais il y a aussi le niveau de rémunération. Qu'est-ce que vous proposez à la CPME? Parce qu'il y a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire le mensuel, ce avec quoi on vit. C'est un niveau de rémunération sur 50 heures semaine. C'est-à-dire oui, 50 heures, exact. Vous parlez des grands rouleurs. Moi, je parle des grands rouleurs et je parle des entrepreneurs, je dirais, de base, qui passent 50 heures à gérer leur compta, leurs clients et leur vie d'entrepreneur. Et ils ont 2000 et des brouettes. Enfin, c'est un sujet qui vous impacte, ça aussi. Eh bien, évidemment, mais ça, c'est tout le programme de la CPME en termes de compétitivité, de simplification administrative. Il faut réduire évidemment la charge administrative pour se concentrer sur la vie de l'entreprise, sur la conquête de nouveaux marchés, sur la performance économique, et le pays ne s'en portera que mieux. Donc vous nous dites, si j'entends bien votre discours et vous le dites mezzo voce, c'est que le gouvernement fait des choses pas inintéressantes, mais c'est trop lent. Ça ne va pas assez vite et c'est pas assez efficace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, alors il faut m'expliquer quelles sont les choses intéressantes faites par les gouvernements successifs. Je sais pas, j'entendais Nicolas Daillot qui remerciait le Premier ministre de son discours du 21 avril. Vous ne l'avez pas remercié, vous? Dans notre enquête, on parle de la perspective donnée aux dirigeants aujourd'hui. Alors on parlait de crise d'investissement, de crise de recrutement. Quelles sont les perspectives aujourd'hui des dirigeants de TPE pour pouvoir développer leur activité? Dans quel schéma ils se mettent? Aucun. Toutes les enquêtes qu'on a pu faire sur les 2 dernières années, et notamment depuis la dissolution, le montrent de manière absolument alarmante. Donc aujourd'hui, le gouvernement de M. Lecornu, alors bien évidemment, il a des contraintes budgétaires, il a un cadre politique aussi qui va pas l'aider très clairement. Mais on ne peut pas dire clairement que, quelque part, ils passent un peu les plats, excusez-moi. Et aujourd'hui, les entrepreneurs sont dans une situation d'attente de l'année prochaine pour savoir effectivement ce qu'ils vont faire. Et sur plein de sujets, que ce soit sur la fiscalité, sur les politiques sociales, sur le statut des travailleurs indépendants, sur leur niveau de rémunération. Et sur le recrutement. Sur le coût du travail, on a des sujets majeurs sur lesquels aujourd'hui, si on veut effectivement limiter la contrainte budgétaire et faire en sorte de sortir par le haut de la situation dans laquelle on est, où il va falloir effectivement trancher. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Et on sera dans une période d'élection présidentielle, pour rappeler que c'est en 2027, donc très compliqué d'aller vite. Vous avez vu, Nicolas Daillot, il y a certains élus LFI qui proposent la nationalisation de Total et qui disent qu'en une année, on règle l'affaire, parce qu'en nationalisant, entreprise qui fait tellement de gains qu'on règle le sujet. Est-ce que vous dites, la Constitution autorise d'ailleurs la nationalisation à une condition, c'est qu'on indemnise convenablement les personnes qu'on a expropriées. Vous en pensez quoi, vous, la CPME? Est-ce qu'il faut des mesures radicales devant une situation aussi radicale que la crise que l'on traverse? Alors, la CPME ne fait pas de politique, évidemment. Par contre, on a évidemment... C'est un choix économique. C'est un choix économique. Par contre, on a des idées, évidemment, sur la manière dont l'économie française devrait être pilotée. Il est très clair que, de toute façon, les choses sont assez simples et sont en lien direct avec ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes. Avec quel argent la France va-t-elle pouvoir nationaliser Total en trouvant 100 milliards d'euros, puisque j'ai entendu, même pour acheter la totalité du capital, 67%. C'est ça. Voilà, raffinage et distribution. Il n'y a que l'endettement qui permettra de le faire, mais avec quel argent? Et ça ne fera que dégrader la situation. Encore une fois, la confiance est le maître mot, puisque aujourd'hui, on a parlé évidemment de l'augmentation des coûts, l'augmentation des matériaux, l'augmentation du coût du pétrole, etc. Mais il y a la croissance qui va en être impactée directement parce qu'il n'y a pas de confiance. Il y a l'emploi qui va être impacté. Cercle vicieux, en fait. Cercle vicieux, évidemment. Il faut créer les conditions du rebond, sans parler de la simplification, etc. Mais ça, c'est vraiment un travail de présidentiel. Aujourd'hui, il y aura les conditions pour régler tout ceci. En fait, il faut vraiment que la performance de l'économie française soit au cœur du débat public, parce que c'est ça qui permettra à la France de rentrer dans une trajectoire beaucoup plus constructive et vertueuse. Donc on est mal parti, je le redis, puisque dans une année présidentielle, on fait plus de politique et de propositions que de transformation. C'est quand même pas bon pour les chefs d'entreprise qui aujourd'hui tirent la langue et se demandent s'ils vont pouvoir finir l'année. Enfin, c'est quand même le sujet qui est sur la table. Très sincèrement, sur cette proposition de LFI,
bon, je vous dirais que c'est une idiotie totale. Parce qu'on peut se poser Là, la c'est fait. question. Là, vous y allez. Non, mais Voilà. oui, enfin, Moins de il faut, prudence il que la faut- CPME, hein. il faut bien considérer de ce point de vue-là que on peut s'interroger. Total, c'est les seuls aujourd'hui qui baissent justement Oui. à la Enfin, pompe. ça a repris dès lundi. Mais Oui, mais ça a enfin, baissé ils ce week-end. font quand même un effort. Petit 1, petit 2, ils ont aucun bénéfice en France. C'est pas dans la distribution qu'ils gagnent de l'argent, c'est à l'étranger. Donc, Enfin, effectivement- raffinage, distribution. oui, voilà. Donc, de ce point de vue-là, enfin, c'est encore un élément complexe. Et on peut s'interroger quand vous avez une station Total qui est à peut-être 1,90, Ouais. 1,95. Prix Et capé. vous avez un Leclerc à côté ou un Auchan qui sont à 2,20, 2,10. Où est la solution? C'est-à-dire qu'il faut aller voir aussi Leclerc, il faut aller voir Auchan, il faut aller voir les distributeurs. Vous n'y qui croyez sont... pas. Ben non, clairement non. C'est pas là-dessus effectivement que les choses vont vraiment varier. Il Mais- faut aujourd'hui donner du sens et de la perspective. Ça, c'est certain. Dans une année, on en reparlera évidemment sur ce plateau, dans une année présidentielle où évidemment les programmes vont s'affronter, s'entrechoquer, on fera plus de politique, je pense, que d'actions concrètes. Merci à vous, Caroline de Merci à Senneville, vous. journaliste décideur RH. Merci de m'avoir accompagné comme chaque semaine. Merci à vous, cher Nicolas Daillot, membre du COMEX CPME, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, FNHPA. J'ai bien dit? C'est parfait. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, Marc Sanchez, d'être venu nous rendre visite, toujours avec des chiffres très Merci. documentés. Vous êtes le secrétaire général du SDI. Combien d'adhérents? Aujourd'hui, 25 000 à peu près. 25 000. Donc, évidemment, vous parlez à tous ces entrepreneurs, chefs d'entreprise, TPE. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à toute l'équipe qui était derrière. Nicolas Juchat, je ne l'oublie pas. Léa, jeune journaliste à l'ISCPA qui est avec nous pendant quelques semaines. Merci à Fabien à la réalisation. Merci à Alexis au son. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Bye bye.